Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoireetcivilisation.com, offre à partir d'1 € par mois, sans engagement. Cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour le deuxième volet de nos cours d'histoire consacrés à la Mésopotamie. La semaine dernière, nous sommes partis à la découverte de l'écriture cunéiforme. Et bien, nous allons voir cette semaine la longue période après la chute de Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Enfin, nous nous retrouverons la semaine prochaine afin de découvrir les sciences et le savoir en Mésopotamie. Philippe Clancier, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à notre micro. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes co-auteur avec Bertrand Lafont, Aline Tenu, Francis Johannes de l'énorme pavé, la Mésopotamie. Mais ce pavé est un ouvrage absolument magnifique, comme sont tous ces ouvrages de la collection Mondes Anciens, dirigé par Joël Cornette et paru chez Belin. Donc la Mésopotamie de Gilgamesh à Artaban, 3300 à 120 avant Jésus-Christ. Alors, nous avons réalisé une émission consacrée à la chute de Babylone en 539 avec votre collègue Francis Johannes, et vous expliquez que les contemporains, au fond, n'ont pas conscience du bouleversement opéré par l'avènement d'un nouvel empire, l'empire perse achéménide. Désormais, la Mésopotamie n'est plus le centre d'une construction impériale? C'est effectivement le cas, on a changé d'échelle. La Mésopotamie, tout au long du premier millénaire, jusqu'en 539, donc tout au long de la première partie du premier millénaire, a généralement été le centre d'empire. Tout d'abord l'empire néo-assyrien, dont vous avez parlé ici même, et puis ensuite l'empire néo-babylonien qui lui succède. Donc on va les dates traditionnelles, c'est 911 jusqu'en donc 539. Ces deux empires, dont l'un succède à l'autre, englobent l'ensemble du croissant fertile et ponctuellement une partie de l'Égypte. Avec l'empire achéménide, on change complètement d'échelle, puisque là c'est l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient qui rentre dans une structure impériale. Et cette structure impériale, à la différence de ce que l'on voit donc au début du premier millénaire, n'est plus de culture assyro-babylonienne. Donc les Babyloniens se retrouvent... Alors les Assyriens à l'époque n'existent plus d'une certaine manière. Il n'y a plus d'État assyrien depuis que les villes sont tombées à la fin du 7e siècle. Mais lorsque les Babyloniens sont conquis par les Perses achéménides, ils se rendent sans aucun doute compte d'une chose, c'est qu'ils sont dominés par quelqu'un qui n'est pas de leur culture, mais ils ont déjà été intégrés dans un espace impérial, ce dont ils ne se rendent pas compte, et c'est bien normal, parce qu'ils n'ont pas de prémonition historique, c'est nous qui les avons, c'est que plus jamais la Babylonie ne sera le centre d'un État indépendant. Alors que devient dès lors Babylone? Quel est, au fond, le nouveau statut de cet espace que l'on appelle la Mésopotamie? Alors Babylone et la Mésopotamie. Alors la particularité, c'est que pour l'époque qui nous intéresse, on peut vraiment séparer la haute Mésopotamie de la basse Mésopotamie. La basse Mésopotamie, c'est correspond à la Babylonie et c'est ce qui va à peu près de l'actuel Bagdad jusqu'au Golfe Persique. Pour la haute Mésopotamie, nous n'avons malheureusement que peu de données. Dans un premier temps, Babylone reste capitale d'une très grande province, une satrapie, qui est la satrapie donc de Babylone et de Transeuphrâtène. Donc c'est l'ancien empire de Babylone, disons l'ensemble du croissant fertile. Et puis petit à petit, cette province qui est trop grande est découpée jusqu'à ce que Babylone ne soit plus que la capitale d'une satrapie de Babylonie à la fin de l'époque de domination achéménide, donc autour de 330-331 plutôt. La Mésopotamie donc est une province de l'empire perse. Et en tant que telle, elle est envisagée par l'Empire perse, comme je vous le disais, selon deux espaces géographiques différents. Et la Babylonie, d'ailleurs, a une place particulière, puisque c'est un peu le grenier à blé, on peut le dire, ou le grenier à orge de l'Empire achéménide. Alors nous allons y revenir. La Mésopotamie, vous l'écrivez, est comme écartelée par un double phénomène.
Et c'est assez curieux, parce qu'au fond, on pense toujours que tout est nouveau, alors qu'on repasse par les mêmes chemins que les hommes ont emprunté par le passé. La Mésopotamie, au fond, est écartelée par ce double phénomène, l'insertion dans un empire monde, d'une part, l'empire perse, mais aussi un fort mouvement identitaire. Alors, oui, la Babylonie est dans un empire monde, ce qui fait d'ailleurs que, d'un point de vue de la perception de l'importance de l'ensemble du territoire, on a des différences importantes avec avec la période qui précède. La particularité de ce phénomène, c'est que, intégrant un empire monde, il faut que la Babylonie soit intégrée le mieux possible à cet empire, d'autant plus qu'elle a un statut vraiment économique très particulier. Donc, les rois achéménides vont relier la Babylonie, à travers de très grands travaux, à la Susiane, c'est-à-dire la région de Suse, dont on peut voir certains vestiges aujourd'hui au musée du Louvre, hein, le palais de Darius Ier à Suse. Et concernant maintenant... on reviendra sur cette question, mais concernant maintenant le mouvement identitaire, on le perçoit et en même temps il est difficile de limiter ou de savoir comment limiter ce que signifie ce mouvement. On a des mouvements de révolte qui ont lieu au moment du passage de Cambyse à Darius Ier, puis qui ont lieu au début du règne de Xerxès, donc à la fin du VIe et au début du Ve siècle. Et ces mouvements de révolte sont des mouvements qui sont menés par des notables. Et ces notables, ce sont des gens généralement qui écrivent encore le cunéiforme. Et donc, on a l'impression qu'effectivement, ils ont des revendications, mais est-ce que c'est identitaire ou politique? C'est très difficile de le savoir. Alors, vous distinguez sur votre période 3 époques. La première, celle des fondateurs, Cyrus II et Cambyse, de 539 à 521. Je vais voir cette première période. Est-ce que c'est une époque où la Mésopotamie se développe sous la dynastie des rois perses? Alors, c'est une époque tout en paradoxe d'une certaine manière. Tout d'abord, la Babylonie, comme nous le disions tout à l'heure, est intégrée dans ce vaste empire monde, je pense qu'effectivement on peut utiliser le terme, mais reste, en particulier Babylone, reste à la tête d'une immense province. Et puis les premiers rois achéménides, donc en particulier Cyrus et Cambyse, font d'une certaine manière attention, en tout cas dans leur titulature, dans leur façon d'être avec Babylone, à ne pas trop crisper les notables locaux, en particulier les notables urbains, qui sont liés à la direction de ces grandes villes. On est face à des villes immenses. Babylone, c'est 976 hectares. C'est quelque chose de gigantesque. Et donc, face à la direction des villes et puis à la direction de la province. Mais dans le même temps, et très tôt, on le voit déjà bien émerger sous Cambyse, on va se mettre en place une exploitation assez systématique de l'économie babylonienne et en particulier de son extraordinaire production agricole, essentiellement orge et dattes. Alors, nous sommes sur la période 539-521. Après cette période, il y a une deuxième époque, la consolidation sous Darius et Xerxès, vous l'évoquiez, entre 521 et 465 consécutives, à une grave crise qui va durer précisément 3 années, plus une crise économique, une crise inflationniste. Cette période, 521, 465, Darius, Xerxès, n'apparaît pas comme une période très heureuse au fond. En tout cas, nos sources ne nous parlent pas d'une période très heureuse, où ce n'est pas ce que nous percevons. La particularité, c'est que tout d'abord, on a les premiers mouvements de révolte, donc entre la fin du règne de Cambyse et Darius Ier, avec des répressions qui sont probablement peu importantes en Babylonie, et puis surtout au début du règne de Xerxès, où là c'est semble-t-il beaucoup plus dur, et beaucoup plus dur qu'on ne l'avait cru, pendant longtemps d'ailleurs nos autres assyriologues. Ça c'est un premier point. Deuxième point, on relie, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Empire perse, le cœur de l'Empire perse, enfin le cœur plutôt de la Perse, pardon, à la Babylonie. Et pour ça, on passe par la Susiane et on construit de grands canaux qui étaient déjà en cours de construction à l'époque néo-babylonienne, mais là on les relie, en particulier le grand canal qui s'appelle le canal Kabar, en direction donc de Suse pour favoriser les flux de produits et de personnes en direction de Suse, qui devient sous Darius Ier une grande capitale.
Et là, on assiste effectivement à une surexploitation de la main-d'œuvre babylonienne, ce qui nous est documenté en particulier, puisque après il faut trouver des archives. Les temples écrivent beaucoup en cunéiforme et en akkadien, donc on a les archives. On voit en particulier à Uruk une surexploitation de ce qu'on appelle les oblats, c'est-à-dire une partie du personnel des sanctuaires, qui doivent travailler énormément pour les Perses achéménides. Dans le même temps, et tout n'est pas la faute des Perses achéménides, l'Empire néo-babylonien avait attiré énormément de richesses en son sein, et en particulier, on s'est retrouvé avec beaucoup d'argent, le métal. Et une partie des échanges qui n'étaient pas monétisés, entre guillemets, qui ne se faisaient pas par argent jusqu'à l'Empire néo-babylonien, ont commencé à se faire par l'argent. L'argent pesé, pas fiduciaire. Et ce phénomène semble avoir conduit effectivement à l'explosion des prix. Alors, on évoque Xerxès et pour ceux qui aiment le cinéma, on voit ce personnage, ce géant dans le film 300, avec la bataille des Thermopyles. Les historiens grecs n'ont pas été tendres avec ce Xerxès. Est-ce que les historiens grecs n'ont pas eu tendance à trop forcer le trait sur Xerxès ? Alors, Xerxès n'a pas été tendre avec les Grecs, donc on comprend la réciprocité. Voilà, exactement. En revanche, alors là, on a un problème méthodologique et historiographique très important en assyriologie, donc l'étude de la Mésopotamie ancienne. Jusqu'à la fin des années 90, nous n'avions pas véritablement décelé d'indices permettant de dire que Xerxès avait aussi été dur avec les gens à l'intérieur de son empire, en particulier les Babyloniens. Les Babyloniens se révoltent au début du règne de Xerxès. Ça c'est un événement important. Ce que nous voyions à l'époque, c'est que toute une série d'archives s'arrêtaient. Mais on ne pouvait pas lier ça à une répression. Et en fait, la documentation a été reprise, on a traduit d'autres tablettes, on en parlait, on a encore beaucoup de tablettes à traduire. On a repris les fouilles archéologiques, et en particulier les fouilles de la tour à étage, la tour de Babel de Babylone. Alors aujourd'hui, il ne reste plus que sa trace dans le sol, mais on a été en mesure de confirmer qu'elle avait été en partie détruite volontairement à ce moment-là. Alors le meilleur candidat, c'est Xerxès. Un certain nombre de sanctuaires ferment à ce moment-là. Un grand sanctuaire qui s'appelle les Babars à Sippar au nord de Babylone, qui est un grand sanctuaire du dieu soleil, ferme à ce moment-là. Léana, un très grand sanctuaire du sud à Uruk, a des problèmes aussi. Babylone, de toute évidence, a de grands problèmes. Les notables urbains qui dirigent aussi le sanctuaire disparaissent en partie à ce moment-là, au début du règne de Xerxès, sont remplacés par d'autres personnes. Alors est-ce que est-ce que les historiens grecs ont exagéré? Aujourd'hui, vous avez pour les assyriologues deux écoles. Une école qui dit Xerxès n'a pas fait grand-chose ou n'a rien fait de mal. Et puis une école dans laquelle je dois dire plutôt me situer, où on a quand même l'impression que Xerxès a été quelqu'un d'assez dur pour sa population. Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce. Je reçois Philippe Clancier, co-auteur de La Somme consacrée à la Mésopotamie, paru chez Belin. Je vous rappelle que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association. Pour ce faire, rendez-vous dans la rubrique Soutenez Storia Voce à partir de la page d'accueil de notre site internet, et contre un don, eh bien, vous pouvez recevoir soit un abonnement à Histoire et Civilisation, soit un livre de votre choix grâce à un de nos éditeurs partenaires. Philippe Clancier, après 465 jusqu'à la conquête d'Alexandre, il s'agit donc là de la seconde période achéménide, il s'agit d'une période de calme, et alors étonnamment on voit que les campagnes prennent le dessus sur les villes. Alors c'est une période de calme, tout d'abord parce que la Babylonie n'est plus un champ de bataille pendant toute cette période-là. Donc évidemment, ça a des répercussions immédiates. Par ailleurs, on parlait tout à l'heure de la crise inflationniste, elle se calme, ce qui fait que les prix redescendent et effectivement, d'un point de vue de la vie de tous les jours, les choses semblent mieux aller, pour autant que, évidemment, on puisse le dire à travers nos sources. Alors, est-ce que les campagnes prennent le dessus sur les villes? C'est aussi une question importante. C'est ce que l'on voit dans certains cas. On a effectivement un certain nombre de villes. On parlait de Sippar tout à l'heure, mais on peut aussi parler d'Ur, par exemple, dans le sud, ou de Larsa. On voit un certain nombre de villes dont le dynamisme
diminue, ça se voit archéologiquement parlant, mais aussi d'un point de vue de la production des textes, et donc on arrive à peu près à voir ce qui s'y passe, même si c'est un peu par le petit bout de la lorgnette. Mais dans le même temps, des villes comme Babylone, plus au sud, Borsippa par exemple, sont des villes qui restent dynamiques. Uruk, dans le sud, devient une métropole de plus en plus importante, d'autant plus qu'elle n'est plus soumise à la domination politique exclusive de Babylone. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est une période, et ça c'est incontestable, de grand développement des campagnes. On est sur vraiment le temps long, et toute la basse Mésopotamie est en voie vraiment de très grand développement agricole, avec ouverture de canaux, cette fois non plus des canaux de transbordement, mais des canaux d'irrigation. Et ce phénomène dure jusqu'au moins le IVe siècle après Jésus-Christ. Donc vraiment c'est un phénomène de long terme, et pour une fois, ce qui est assez rare, effectivement, on a énormément de documents, énormément de textes qui nous parlent de l'exploitation de ces campagnes. Alors est-ce que ça veut dire qu'elles prennent un peu le dessus sur la ville, ou est-ce que simplement on a un effet de source ? Là, c'est une question à laquelle on ne peut pas encore complètement répondre. Mais est-ce que ce n'est pas lié à ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir que la Babylonie devient le grenier à blé de l'empire achéménide? Tout à fait. Alors, une des particularités de nos sources, c'est que on voit en particulier un certain nombre... Alors, on voit des familles d'entrepreneurs qui prennent à ferme l'impôt l'impôt sous forme d'ailleurs à la fois... de produits finis ou d'argent ou de produits agricoles qui prennent donc à ferme l'impôt pour les Perses. Donc ça nous donne énormément de documents. Là, on est à plusieurs milliers. Et c'est vrai que l'exploitation agricole de la Babylonie génère donc cette documentation qui nous permet de voir comment les choses fonctionnent. C'est d'autant plus important que les produits se déplacent, alors qu'avant ils restaient en Babylonie. Maintenant, ils sortent pour beaucoup de la Babylonie pour aller vers les capitales perses, Suse, Persépolis, ou même Ecbatane. Donc ça bouge énormément. Et oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Hein. C'est aussi la structure même de l'Empire perse qui développe la Babylonie, mais qui aussi développe nos sources qui nous permettent d'aborder des phénomènes que d'habitude on a du mal à aborder. Alors vous présentez bien les structures économiques, même sociologiques, hein, de cet espace, et vous montrez que à l'opposé de la période précédente, on assiste à une baisse des prix, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure, sur le temps long, et ceci à la faveur des ouvriers, même contre les grands propriétaires. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que, en fin de compte, les produits agricoles qui font partie vraiment des produits les plus échangés, hein, retrouvent une certaine façon beaucoup plus abordable qu'auparavant. Et puis, les salaires eux-mêmes ont tendance à être plus, comment dire, eh bien, disons que le salarié, pour parler avec des termes actuels, a plus de poids que l'entrepreneur dans cette situation du 5e siècle. C'est-à-dire qu'effectivement, de plus en plus, la population semble moins défavorisée que la période précédente. C'est difficile à expliquer parce qu'en plus ce sont des phénomènes déflationnistes ou inflationnistes qui sont des recherches actuelles et pour lesquelles tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Donc, voilà. Alors, on sent à travers votre ouvrage que la période achéménide met quelque peu à part la Babylonie. Elle ne semble pas participer aux grands événements qui marquent l'ensemble de la période. Oui, alors effectivement, on en parlait tout à l'heure, la Babylonie intègre un empire monde et il se trouve que cet empire va grosso modo, pour faire simple, de la côte méditerranéenne jusqu'à l'Indus. Et si on regarde la carte, en fin de compte, la Babylonie elle-même, sur les grandes voies de communication, est un petit peu à l'écart. Non pas le nord, c'est-à-dire la région où le Tigre et l'Euphrate sont les plus proches, c'est-à-dire la région de l'actuel Bagdad, où sera plus tard c'est le site du Tigre, où là, effectivement, on a un développement très important et vraiment des centres politiques importants, comme peut l'être Babylone. Mais le sud est un petit peu plus à l'écart, même s'il y a des flux économiques très importants. D'un point de vue politique, en particulier, militaire, eh bien, en fait, on passe un petit peu au-dessus de la Babylonie, comme ce sera le cas d'ailleurs lorsque les Séleucides s'installeront dans cette région-là. Ça n'est pas forcément mauvais pour la Babylonie, on le disait tout à l'heure, justement, ça n'est plus un champ de bataille. Donc c'est une bonne chose de ce point de vue-là. Maintenant, pour être complet dans ma réponse, on a quand même
Un problème de source pour le 5e siècle et le début du 4e siècle. Les sources redeviennent abondantes dans la deuxième moitié du 4e siècle et surtout pour le 3e siècle. On a un phénomène de fin d'archives. Il est probable qu'il y a eu des tris dans les archives et ce genre de choses. Et donc, il y a beaucoup de sources qui ont été détruites à l'époque. Un tri naturel, on rejette ce dont on n'a plus besoin dans ces archives. Ce qu'on appelle les archives mortes, c'est exactement. Ça. Et alors, avec un peu de chance, on trouve ces archives mortes qui sont jamais que des poubelles, en fin de compte, de textes, mais là, on ne les a pas trouvées. Donc, il est possible qu'en fin de compte, l'image que l'on a aujourd'hui d'une Babylonie un petit peu en dehors des grands événements change plus tard avec l'apparition de sources, car notre discipline est ainsi faite que des sources sortent sans arrêt et tous les ans. Comment réagit Babylone à l'arrivée d'Alexandre en 331 et est-ce que Alexandre avance avec cette idée que voilà, en Babylonie, la Babylonie est le grenier à blé de l'Empire et qu'elle constitue au fond un attrait? Alors la Babylonie est un secteur connu, en particulier parce que les historiens grecs l'ont évoqué, en particulier Xénophon, donc qui lui-même est passé, même si c'est qu'en frôlant en Babylonie. Lorsque Alexandre arrive, il faut savoir l'impression que l'on a, c'est que les Perses achéménides ne sont pas spécifiquement aimés en Babylonie. On disait tout à l'heure qu'il y a des révoltes au début de la période, mais dans le sud de la Babylonie, il y a des révoltes aussi à la fin de la période. Et en particulier au tout début du règne de Darius III, le dernier roi achéménide. Ça, c'est un phénomène, par exemple, qu'on ne retrouve pas chez les Gréco-Macédoniens. Sous les Gréco-Macédoniens, Alexandre le Grand et ses successeurs séleucides, on n'a pour le moment aucune référence à des révoltes. Alors, est-ce que Alexandre est bien accepté? Eh bien, Alexandre fait comme les premiers rois achéménides, c'est-à-dire qu'il se concilie les notabilités locales. Mais il fait quelque chose de plus, et c'est surtout d'ailleurs ses successeurs, les Séleucides, qui mettent ça en place, en tout cas à travers nos sources. Étant donné qu'il est face à des villes, qui sont des villes souvent très grandes, pour les principales, on parle de Babylone, d'Uruk, de Borsippa, en fait, il délègue l'autorité qu'on pourrait dire municipale, urbaine, aux notables liés au grand sanctuaire. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle ou quoi que ce soit, mais il est vrai qu'à partir d'Alexandre, et surtout une fois que les guerres de ses successeurs sont terminées à partir de Séleucos Ier, à la fin du IVe siècle, on a des Babyloniens, des Urukéens, etc., qui acquièrent un pouvoir qu'ils n'avaient pas sous les Achéménides, un pouvoir local, mais qui pour eux est très intéressant. Alors est-ce qu'il est accepté, Alexandre? Assez bien, même si quelque chose restera sans doute toujours problématique pour les Babyloniens, c'est la création d'une nouvelle capitale de Babylonie qui est Séleucie du Tigre. Eh bien, merci beaucoup Philippe Lancier d'être revenu à notre micro. Nous nous retrouverons la semaine prochaine afin d'évoquer les sciences et le savoir en Mésopotamie. Et pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission de la semaine dernière, je vous invite à voir dans nos archives donc cette émission consacrée à l'écriture cunéiforme. La Mésopotamie dans la collection Mondes Anciens sous la direction de Joël Cornette. Tel est le nom de votre ouvrage de Gilgamesh à Artaban, 3300-120 avant Jésus-Christ, un ouvrage coécrit avec Bertrand Lafont, Aline Tenu, Francis Johannes et donc vous, Philippe Clancier. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, chers auditeurs, pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.